Merci. Madame la Présidente, je vous l'avoue, il y a quelque chose de profondément troublant dans ce rapport d'évaluation. Pendant des dizaines de pages, ses auteurs expliquent qu'il est trop tôt pour mesurer les effets des coupes budgétaires, ils reconnaissent manquer de recul, ils admettent que les données sont incomplètes, ils soulignent que la saison culturelle n'est même pas terminée, ils écrivent eux-mêmes qu'il n'est pas possible d'objectiver à ce stade l'impact réel de vos décisions. Et pourtant, la conclusion est déjà écrite. La région aurait eu raison. Nous ne sommes pas face à une évaluation, nous sommes face à une opération de justification politique. Lorsqu'un rapport explique qu'il ne peut pas mesurer les impacts, mais conclut malgré tout que la politique suivie est pertinente, de communication. Depuis le début, votre majorité cherche moins à évaluer sa politique qu'à justifier une décision déjà prise. Cette démarche porte un nom. C'est du trumpiste politique. Le trumpiste, ce n'est pas seulement le rejet des faits quand ils dérangent. C'est aussi la construction d'un récit destiné à démontrer que la réalité confirme toujours la décision du pouvoir. Et pourquoi cela ? Parce que vous êtes privés de ceux du terrain qui pouvaient faire une véritable évaluation. Les pôles. Aucune de leurs données n'ont été utilisées, alors qu'elles sont reconnues, qu'elles permettent ainsi de connaître et de suivre dans la durée les impacts. Vous avez préféré tuer le messager de mauvaises nouvelles en les laissant exsangues. Ce rapport existe bien. Et s'il n'est en aucun cas ce qu'il devait être, il révèle bien des choses. La faiblesse de votre ambition, votre incompréhension de l'écosystème culturel, votre mépris de ses acteurs. Vous regardez la culture comme n'importe quel secteur marchand. Vous comptez des structures, vous comptez des emplois, vous comptez des bénéficiaires, mais vous ne comprenez pas les mécanismes qui font vivre cet écosystème. Prenons deux exemples simples pour illustrer ce propos. Les intermittents, qui ont été un critère central de cette étude, et le processus qu'implique pour une structure une baisse de subventions. Vous vous félicitez que le nombre d'intermittents n'ait pas diminué, mais cela ne prouve rien. Un intermittent peut être comptabilisé dans les statistiques tout en ayant perdu une partie importante de son activité. Il peut avoir moins de cachets, moins d'heures travaillées. Et ce qui se cache derrière cet état de fait, c'est bien moins de créations possibles, des tournées qui se font moins nombreuses ou plus courtes, une perte d'activité qui entraîne une perte de perspective. Les économistes spécialisés, les professionnels du secteur savent qu'une coupe budgétaire ne produit pas ses effets du jour au lendemain. Lorsqu'une compagnie, un théâtre ou un festival perd une subvention, il ne ferme pas immédiatement ses portes. Il puise dans ses réserves, il termine les productions engagées, il maintient les spectacles déjà programmés. Puis viennent les arbitrages. Une création en moins, une résidence annulée, une tournée raccourcie, un poste administratif supprimé et ces exemples, nous en avons pléthore. Un médiateur non remplacé, un chargé de production dont le contrat n'est pas renouvelé et seulement ensuite les conséquences atteignent les artistes et les techniciens. Voilà la réalité de l'écosystème culturel. Et voilà pourquoi tant d'acteurs ont contesté vos conclusions, parce qu'ils vivent chaque jour ce que votre rapport ne dit pas. Les premiers emplois touchés ne sont pas ceux des intermittents, ce sont les personnels qui permettent à la culture d'aller vers les publics, autrement dit, ceux qui fabriquent le service public culturel au quotidien et qui permettent qu'aucun territoire ne soit oublié. Mais cela n'apparaît nulle part. Pas plus qu'on ne trouve dans ce rapport une analyse sérieuse, mon collègue l'a dit, du livre, des artistes auteurs, des maisons d'édition, des librairies indépendantes, de l'enseignement artistique ou des conséquences des coupes sur l'audiovisuel et les tournages. Et cette invisibilisation n'est pas neutre. Elle traduit une conception de la culture où ce qui ne se mesure pas immédiatement finit par ne plus être compté. La culture ne se résume pas à des indicateurs financiers, ou plutôt si.
C'est votre modèle pour la culture et ce rapport en est la preuve. Une conception selon laquelle l'action publique serait finalement secondaire. Une conception selon laquelle le marché pourrait répondre à l'essentiel des besoins, légitimant ainsi votre politique de retrait de vos responsabilités, de l'ambition culturelle qui devrait être la nôtre. Et c'est exactement ce que ce rapport cesse de considérer comme un problème. Bien au contraire, le retrait devient vertu. C'est un raisonnement redoutable, car appliqué jusqu'au bout, il justifie la disparition de toute politique publique. Une société se dessine alors où l'on remplace les droits par la capacité individuelle à s'adapter, une société où l'on remplace l'intérêt général par les mécanismes du marché, une société où l'on considère que ce qui ne produit pas immédiatement de rentabilité économique devient une... La réussite financière ne suffit pas à caractériser la réussite d'une politique publique. Votre vision n'est pas une politique publique culturelle, c'est précisément la négation de ce qui fonde les politiques culturelles depuis 60 ans. Nous avons besoin de bibliothèques, de théâtres publics, de festivals soutenus par les collectivités, de conservatoires, de résidences d'artistes ou de politiques d'éducation artistique et culturelle. La puissance publique doit intervenir justement parce que le marché, laissé à lui-même, produit de la concentration, de l'uniformisation et des inégalités qui assèchent les territoires. C'est le rempart à la négation de l'intérêt général. La puissance publique est indispensable, madame, à notre société. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Alexandre Thébault. Merci Madame la Présidente. En propos liminaire, je crois important, parce que c'est une antienne qu'on a depuis longtemps, ça vous concerne notamment Madame Véron, c'est qu'on va égrener la litanie d'un chapelet qui serait celui des témoignages de terrain qui vous disent qu'encore une fois, une programmation s'est achevée, abaissée à cause de la région. Mais il y a une vertu quand même, un principe de base qui doit tous nous concerner, et dont je ne doute pas que messieurs Tavel et Garot souhaitent habiter, en tout cas je l'espère pour nos lois, c'est que l'expérience ne fait pas loi. C'est super important. Parce que si moi j'allais dans votre dynamique, vous me permettrez cette petite digression, et puis ça va vous plaire Madame Berthu, si moi j'allais dans cette dynamique, eh ben, je me concentrerais quand, à Nantes, on m'inonde de témoignages, de femmes, mais pas que, surtout de plus en plus d'adolescents, qui sont les fils de mes amis, mais au-delà, et qui me témoignent constamment de l'insécurité dans laquelle ils vivent. Et puis ces témoignages, c'est aussi ceux des personnes qui ont vécu à Nantes dans les années 60, 70, 80 et qui ne reconnaissent pas leur ville. Et puis ce ne serait pas de bonne foi de ma part de me concentrer sur l'expérience, parce qu'elle ne fait pas loi. Et la vertu du politique, il est de prendre de la hauteur, voyez, et d'aller à la source, d'aller aux chiffres. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais sur les chiffres de la préfecture. Bon, s'ils invalidaient ces témoignages, moi, je me remettrai en cause, mais bon, là, il se trouve qu'ils ne la valident pas. Mais voyez, on pose la conclusion d'une dégradation des villes de Nantes par votre responsabilité, pas par le témoignage, mais par les chiffres. Ça, c'est hyper important. Fin de la parenthèse. Maintenant, on en arrive au sujet qui nous concerne. Je vais profiter de l'actualité pour aller sur un terrain qui va nous éclairer, c'est bien sûr la panthéonisation de Marc Bloch. Bloch, il avait vu dès 40, il avait vu ce que nul autre, et surtout pas votre rang, ne voulait voir. Il s'était dépouillé, en l'occurrence, de toute forme de prisme idéologique pour se concentrer sur le réel. Le réel. Et c'est là l'héritage qu'il nous livre, à dire vrai. C'est que la vérité est au-dessus de tout. Et moi, j'ai longuement réfléchi à ce qui pouvait nous séparer. Vous et nous, nous ne sommes pas vous, vous n'êtes pas nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Je crois que c'est ça, fondamentalement. C'est le rapport qu'on entretient vis-à-vis de la vérité. Parce que cette vérité, quelle est-elle? Elle a été, et ça a été rappelé par mes collègues, extrêmement bien du rapport de l'inspecteur général. Je ne vais pas revenir dessus, vous les connaissez, elles ont été élaborées. Ces chiffres-là vous gênent, ça ne conforte pas votre narratif, qui se retrouve être effondré par rapport à cela, et donc vous contournez, vous évitez, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre dans cette bulle qu'a tout à l'heure, effectivement, cette bulle cognitive, idéologique, qu'a tout à l'heure dénoncé François de Rugy. Sauf que cette vérité, elle est confrontée, effectivement, à une réalité qui est celle aussi que j'ai entendue tout à l'heure, qu'on aurait abandonné la culture, que Madame Morancet, c'était les mots de Monsieur Garot, n'est pas intéressée par la culture, qu'il n'y aurait plus rien, que ça se concentrerait sur un événement, ma région virtuose.
Bon, vous me permettrez du coup moi, d'apporter un peu d'espérance à ceux qui nous écoutent, grâce à la réalité palpable, tangible, factuelle, d'accord? En vous disant que précisément, l'action que nous avons menée, qui met fin au saupoudrage, qui nous permet de nous reconcentrer sur nos compétences, a permis de consolider tous les biais que vous dénonciez, dont l'inégalité territoriale. Parce que les chiffres, quels sont-ils? Nous n'avons pas abandonné la culture, contrairement à ce que vous dites. Nous avons par exemple 4 grands opérateurs dont Madame la Présidente a tenu à maintenir les crédits. Ces 4 grands opérateurs, la Nef Animation, le FRAC, c'est pour l'art contemporain pour ceux qui ne savent pas, l'ONPL, dont Monsieur le Président vient d'en faire état, la Maison Julien Gracq, ces 4 opérateurs à eux seuls, c'est 270 événements qui ont été organisés. C'est 400 artistes qui ont été sélectionnés. Et c'est 140 000 entrées en tout et pour tout. Et puis, que dire de Fontevraud, dont Madame la Présidente a fait le vaisseau amiral de notre politique culturelle. Fontevraud, depuis le fait qu'on s'y soit embarqué, c'est entre 220 et 250 000 entrées chaque année. Ça s'ajoute au reste. Et puis que dire, parce que j'ai pas le temps, vous comprenez bien, mais que dire des succès monumentaux, succès populaires, que celui de ma région virtuose, dont la déclinaison estivale est en cours. Que dire des succès considérables, et j'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi, Monsieur Nicolon, des succès incroyables que sont ceux de notre politique cinéma. Que dire encore des millions d'euros qui sont investis chaque année dans la restauration du patrimoine, notamment rural, et au sein du contrat-plan État-région qui est toujours en œuvre. Alors, vous voyez, on considère clairement la culture pour ce qu'il est, c'est-à-dire indissociable de notre vie quotidienne, ni plus ni moins. Et en somme, moi, ce que je vous invite à envisager, c'est plutôt que, face à ce réel qui vous ennuie, vous avez quand même encore 2 options qui s'ouvrent à vous. Voilà, 2 options que je vous propose. Soit, la première, vous continuez à vous enfermer dans le déni et vous poursuivez l'écriture d'un récit qui vous fait sombrer dans l'idéologisme. Voilà, c'est votre choix. Ou alors, héritier de la culture française, vous vous placez dans le sillage, je ne sais pas moi, de Bloch, justement, de Camus, de Mauriac ou de Aron, vous épousez le vent de la liberté, et puis, précisément, je vais vous faire un cadeau. Tiens, je vous fais un cadeau et je vous prie de vous en saisir. Vous décidez de vous saisir de la conclusion de Raymond Aron, dont l'idée résidait dans le fait que celui qui n'arrive pas à se défaire de son idéologie face aux faits et à la vérité, sombrera inévitablement dans le mensonge et les totalitarismes. Vous avez le choix. Moi, de grâce, mes chers collègues, je vous invite à être libres et à oser penser contre vous-même. Ça vous fera du bien, mais surtout, ça fera du bien à tous les Ligériens. Merci beaucoup. Bien, je n'ai plus d'autres demandes de prise de part. Ah si, pardon. Céline Véron. Oui, merci, merci Madame de me redonner la parole. Alors rapidement, pour faire le tour, le rapport à la vérité, Monsieur Thébault et d'autres, je pense qu'on l'a en fait réécouté la première partie de mon intervention. Je n'extrapole pas, moi, les conclusions de ce rapport. Je m'appuie sur ses auteurs. Et ces auteurs nous disent que l'évaluation n'est pas possible actuellement. Point. Alors, bien évidemment, ils prennent un peu de trois exemples et cela va dans le fait que vous ayez réussi. Une politique financière ne fait pas une politique culturelle, tout simplement. On a juste dit ça. Et l'exemple des intermittents est parfait. Vous prenez en exemple, et ils prennent en exemple les intermittents. On le sait, alors je pourrais, mais peut-être je n'aurai pas le temps là, donc j'essaierai dans une autre session de vous donner la liste des gens qui nous remontent des licenciements. On sait très bien que par exemple, eh bien, il y a des gens, des techniciens permanents qui sont passés intermittents. Voilà, donc il y a une augmentation du volume des intermittents en Pays de la Loire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus d'activité et que la culture va bien. On a le statut d'intermittent quand on a 507 heures, eh bien on peut l'avoir à 510. On l'a toujours, comme on peut l'avoir à 840. Et le dynamisme culturel n'est pas le même. Deuxième chose, et rapidement, sur l'ONPL. L'ONPL,
on est face à des financements croisés. Alors là encore, je vous réexplique. Quand une structure tient sur une chaise à 4 pattes et qu'on en coupe une, elle se casse la figure. Et ce n'est pas aux 3 autres pattes de la chaise de compenser le retrait de la 4e patte. Je pense que c'est assez logique. Mon collègue prof de maths me félicitera cette métaphore, je pense. Mais il faut quand même dire les choses comme elles le sont. À partir du moment où vous vous désengagez de financement croisé, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est qu'un financement croisé, et ils sont pléthores dans le monde culturel, eh bien, la chaise est bancale. Et donc la structure a des difficultés. Et je déplore parce que je trouvais que c'était particulièrement merveilleux d'avoir un cœur d'amateur à l'ONPL. Et oui, j'ai voté contre cette suppression. Dernière chose, sur ce cadeau que vous nous offrez. Loin de moi, Monsieur Thébault, de ne plus être sur mon chemin. Et pour faire un petit focus sur la flèche, je préfère l'édition de la folle journée. Madame Véron, le temps de parole est écoulé. Je vais à présent laisser la parole à Lucie Etonneau. Madame Etonneau. Nous voterons ce vœu. Nous sommes aujourd'hui enfin à un moment où les violences faites aux femmes et aux enfants ne peuvent plus être considérées comme des sujets secondaires. Elles ne peuvent plus attendre. Face à l'ampleur de ces violences, face aux vies brisées qu'elles laissent derrière elles, nous avons une responsabilité collective, celle d'agir avec détermination, cohérence et constance. Dans l'esprit des avancées législatives, de la loi intégrale à venir et de la mobilisation croissante de notre société, il est temps que chaque niveau de commune, chaque niveau de collectivité prenne pleinement sa part dans ce combat. De l'État aux communes, des régions, aux départements, nous devons mobiliser tous les leviers dont nous disposons, la prévention, l'accompagnement des victimes, la formation des professionnels, le soutien aux associations et la protection des plus vulnérables. Protéger, c'est une exigence fondamentale de dignité, de justice et de république. La région doit assumer cette responsabilité, contrairement à ce qu'elle fait dans les actes. Mais peut-être, chers collègues, Madame la Présidente, pour nous en convaincre, s'il est besoin, écoutons la voix des femmes et des enfants, et surtout celle de Neige Sino. Je me souviens des lieux. Le premier lieu qui me réveille, puis sa voix. Quand j'ouvre les yeux, il parle déjà à voix basse. Il ne cesse de parler. Il ne faut pas réveiller ma sœur qui dort à côté. Quand on vivait dans cet appartement, j'avais 7 ans. Je n'ai pas compris ce qui arrivait, mais j'ai eu, dès ce premier instant, la sensation que c'était quelque chose de grave et de terrible. Il parlait comme un dompteur parle à un cheval doux, mais sauvage, un cheval qu'il faut tenir pour qu'il ne s'échappe pas. Il parlait comme si rien de tout cela ne devait m'effrayer. Et si je m'effrayais, cela ne faisait rien. Il restait là. Sa main continuait d'explorer. Je vous remercie.